Bonsoir à toutes et à tous. Professeur Sumta Ndengue Ngoma, au nom de l'Université du Sénégal de l'UVS, on vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Au nom du pôle SHE, c'est le pôle Lettres, Sciences et Éducation, dans son programme mensuel du climat pédagogique. Madame Assumpta Ndengue Ngoma, elle est détentrice donc de doctorat en psychologie. Elle est professeure en sciences infirmières à l'Université du Québec à Outaouais, à Gatineau, dans l'État du Québec. Assumpta s'intéresse aussi à la littératie en santé, particulièrement aux stratégies inclusives d'éducation en santé. Elle est co-auteure aussi principale du livre Intervention éducative en matière de santé et membre de plusieurs équipes de recherche. Alors, son programme de recherche explore les facteurs associés à la fragilisation de la santé psychologique et psychosociale des jeunes et de leurs familles vivant des situations complexes. Donc, ça a tout à voir avec donc, les sciences de l'éducation, dans l'apprentissage, dans l'enseignement. Donc, c'est pourquoi donc, on a invité Mme Assumpta. On remercie aussi de passage notre ami Jacques Touré, notre ami Jean-Claude Kaloubi, qui ont eu aussi la chance de continuer avec nous avec leur conférence. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Au nom de tous les présents, on vous remercie et on vous donne la parole. Merci, je suis contente et puis de votre invitation. Comme je disais, c'est pas une chose, c'est dans le champ d'expertise qui m'intéresse beaucoup, de façon que c'est un plaisir de partager un sujet que j'aime bien parler parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé, pourtant qui est qu'on doit faire tout le monde selon nos disciplines et nos expertises. Donc, le sujet aujourd'hui qu'on va parler, c'est les enjeux des interventions éducatives en santé qui sont effectuées par les enseignants dans les milieux scolaires. On va voir premièrement les raisons d'aborder l'éducation à la santé. Pourquoi est-il nécessaire d'en parler? Les enjeux contemporains d'intervention éducative en santé. On va regarder ensemble les interventions éducatives en santé dans le paysage scolaire, les influences de la qualité de ces interventions et les principaux sujets de préoccupation. Et à la fin, on pourra parler des leviers de changement pour que ces interventions soient optimales. Donc, je commence par la première question. Pourquoi l'éducation à la santé? C'est l'OMS, l'éducation à la santé, donc c'est vraiment une façon d'influencer, vise à influencer positivement les comportements de santé de la personne. Pour l'influencer positivement, donc il faut augmenter les connaissances des personnes, les capacités et attitudes en matière de santé pour que les gens puissent améliorer leur qualité de vie. Et nous aussi, nous avons défini c'est quoi une intervention éducative à la santé. C'est parce que on ne peut pas faire une intervention éducative à la santé à l'ancienne modèle, parce que depuis longtemps, l'enseignement était fait par les professionnels ou par les intervenants pour les gens qu'on considérait comme les éponges de nos savoirs. Nous avons pensé que c'est pas ça vraiment en ce qui concerne la santé, parce que personne ne va, surtout une personne malade, ne va pas aller apprendre à vivre avec sa maladie volontairement. C'est pas une volonté, c'est une situation qui oppose que la personne doit avoir les connaissances et les compétences pour gérer sa santé. Pour cette raison, nous avons dit que les interventions éducatives sont vraiment axées principalement sur le processus d'apprentissage, menant à ce que la personne choisit de façon responsable des comportements qui vont favoriser la santé. C'est pas seulement d'aller influencer la personne, mais de partir avec le processus que la personne va mener pour choisir sciemment les comportements qu'il va faire.
Donc, on ne peut pas parler d'éducation à la santé, intervention éducative en santé, sans parler c'est quoi la santé. Il y a une dualité de la, dans la définition de la santé. Donc, il y a la santé objective et il y a la santé subjective. La santé objective, en soi, c'est la santé mesurable. On s'en va chez le médecin ou les professionnels de santé, on vous dit votre poids n'est pas santé, votre posture n'est pas santé. Donc, tout ce qu'on peut mesurer pour dire qu'on n'est pas en santé. Ça, c'est la santé objective. Mais il y a la santé subjective qui est la santé que seul l'individu est capable de décrire. En fait, la santé, chaque personne aspire à avoir la santé. Mais la définition est différente. Il y a une personne qui va définir sa santé fonctionnelle. Disons par exemple une personne qui va dire « moi je me sens en santé quand j'arrive à travailler ». Notre personne, moi je me sens en santé quand je suis entourée avec beaucoup de monde. Donc c'est-à-dire que la personne dans sa subjectivité, sa santé, c'est la santé sociale. Et notre personne peut dire moi je suis en santé quand ça va bien dans ma tête. Cette personne est en train de parler de quelle santé? Donc on ne peut pas mesurer la santé selon seulement la partie médicale, parce que il y a cette partie de la personne qui est la santé subjective et que la personne va décrire. Si on se base pas sur la façon dont chaque personne définit sa santé, on passe à côté parce que les interventions ne vont pas rejoindre ce que la personne veut, alors que le but, c'est d'amener une personne à faire un choix responsable pour sa santé. Les pratiques d'éducation en santé, donc il y a différentes pratiques d'éducation en santé. Il y a la promotion de la santé, c'est les saines habitudes auprès de la population en général. La promotion de la santé a été longtemps, basée sur la charte d'Ottawa qui a été faite en 1986. Mais dans les dernières critiques en 2012, ça a montré que ça fonctionne pas toujours en Afrique subsaharienne parce que ça implique toute la partie politique et toute la partie. Donc, même si on utilise ces stratégies, il faut savoir comment les utiliser et les mettre dans les conditions, donc les contextualiser. Il y a aussi la promotion de la santé, la prévention de problèmes de santé. Donc, il y a la prévention, c'est pour les personnes qu'on appelle à risque. Une intervention, donc, peut être universelle pour tout le monde. Disons, par exemple, je peux parler du suicide. On peut faire des interventions éducatives préventives universelles pour lutter contre le suicide. Puis, préventives sélectives, vraiment, on va chercher les gens qui sont plus à risque. Disons, par exemple, qui sont plus isolés, ou les gens qui ont des problèmes d'autre santé, qui les amènent à fragiliser leur santé mentale. Et puis, il y a une intervention éducative préventive ciblée pour les gens vraiment qui sont très à risque d'en avoir. Puis après, il y a aussi les pratiques d'éducation en santé pour la gestion de problèmes de santé, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, que ce soit aigus, donc problèmes de santé qui ne sont pas, qui vont guérir dans 6 mois, ou des problèmes de santé chroniques, donc qui vont durer plus que 6 mois. On peut parler de la douleur au dos qui finit jamais. Puis, donc, il y a ces 3 pratiques qu'on fait. Donc, on les fait vraiment pour la population en général, pour les saines habitudes ou les personnes à risque ou les gens qui ont déjà un problème de santé. Avant d'entrer vraiment en jeu des interventions éducatives dans les écoles, on va parler des enjeux contemporains des interventions éducatives. Dans les enjeux, c'est le choix des comportements à adopter. Qui dit quoi adopter? Ça, c'est une bonne question. Donc, il y a un concept de santéisation qui a été vraiment beaucoup discuté, qui a été défini comme un désir pathologique d'être en santé. Donc, les normes sociales qui vont amener à ce que on va parler de la réalisation de soi, le dépassement de soi. Vous comprenez que si on vit dans un monde où on dit que tout le monde doit se dépasser, donc que c'est ça qui va être plus la santé, c'est une santéisation parce qu'il y a les gens qui vont en extrême pour continuer
à être dans cette santé qui dépend des normes sociales. Les normes sociales ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc, dans certains pays, c'est différent. Dans les autres pays, c'est aussi les normes sociales, c'est différent. Comme j'aime dire ici, même quand j'enseigne aux étudiants, je les dis, le poids santé, par exemple. Poids santé, c'est quoi? Moi, quand je m'en vais chez moi, mes sœurs me demandent, est-ce que vraiment tu ne peux pas manger, là? Tu perds du poids. Parce qu'ici, quand j'arrive ici, on me dit, mais tu as trop de poids. Donc, c'est pour dire les normes sociétales vont influencer c'est quoi la santé. Donc, les enjeux contemporains, c'est la synthétisation. Comment on peut dire que on favorise d'une façon, on laisse les gens autonomes de choisir leur comportement si déjà les comportements que les gens doivent avoir sont dessinés en avance. Donc, on appelle ça le biopouvoir. Dans le biopouvoir, on parlait de la moralisation des modes de vie. Donc, vous devez vivre comme ça. C'est comme ça aussi que ça a commencé les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque, oui, mais ça permet, comment est-ce qu'on va différencier les facteurs de risque qui ne vont pas amener à la stigmatisation des gens. Prenons une personne qui est obèse et qu'on est dans un monde où tout le monde doit avoir un poids qui dépasse pas ça sur combien de centimètres. Donc, ça va amener la stigmatisation de la personne. C'est le biopouvoir, donc, qui vont décider, toi, avec tes modes de vie comme ça, tu n'es pas en santé. Donc, la santéisation en soi, c'est une désir pathologique d'être en santé. Les gens qui en prennent vraiment trop mal, vous avez entendu les gens qui s'entraînent 4 fois par jour pour être en santé, qui n'arrivent pas à manger. Donc, ça va d'un extrême à un autre quand les gens commencent à avoir une désir pathologique d'être en santé. Aussi, cette santéisation, ça déresponsabilise le système de santé parce que c'est plus maintenant le problème du système de santé, c'est le problème des individus qui ne veulent pas être en santé. C'est plus facile de dire aux gens, ben, vous ne voulez pas être en santé que de dire vos services de santé ne fonctionnent pas. Donc, la santéisation dans les enjeux, c'est cette perspective sociétale qui est différente. Avec la mondialisation, maintenant, c'est comme les informations circulent partout. Tout le monde veut être de la même façon, mais ça se fait pas toujours de la même façon. Donc, ce qui fait que dans cette perspective sociétale, comme par exemple au Canada, les gens vont prioriser des programmes d'intervention éducative. Ils vont dire, cette année, on va financer pour telle chose. Et tout le monde, que ce soit les gens qui sont en sciences infirmières, en médecine, en pharmacie, tout le monde, en sciences de l'éducation, tout le monde va appliquer pour avoir les subventions sur le programme. Donc, ce qui a été priorisé. Ce qui veut dire on aura beaucoup de programmes développés par beaucoup de monde sur le même sujet. Et puis, donc, chaque personne va faire sortir la façon dont il pense, les recommandations pour bien amener les gens à diminuer les risques d'avoir telle maladie, mais avec beaucoup de programmes. Ils vont faire les enseignements standardisés pour tout le monde. Et à la fin, il y a personne qui le fait. On ne sait pas c'est qui doit faire quoi. Donc, on va faire la transversalité et la continuité des apprentissages, ce qui est un problème parce que si chaque personne donne un bout et l'autre donne un bout et que les gens ne se parlent pas, les connaissances qu'on visait pour la santé, pour l'amener à une personne à choisir sciemment ses comportements de santé, sont morcelées de façon qu'il y a quelquefois des incohérences même dans ce que les gens vont dire. Ça, c'est vraiment les enjeux contemporains de d'intervention éducative. Maintenant, si on parlait des interventions éducatives dans le paysage scolaire, beaucoup des études s'entendent pour dire que la santé et l'éducation sont interdépendants. Plus les jeunes sont en santé, plus les jeunes améliorent leur capacité d'apprendre. Plus les jeunes apprennent, plus donc ils vont aussi choisir sciemment leur comportement en santé. Et puis, il y a des modèles qui existent pour la santé scolaire globale. Ça aussi, c'est beaucoup de modèles
qui existent, comme ici au Canada, il y a École en santé, c'est un modèle qui est utilisé, mais si vraiment les gens veulent l'utiliser, il faut aller voir les études qui ont été faites pour voir les recommandations, pour voir les limites avant de le transférer ailleurs. Mais donc, c'est-à-dire que vraiment les interventions éducatives dans le paysage scolaire, ça existe et il faut surtout savoir comment maintenant les contextualiser, les mettre en application, mais pas seulement de transférer ce qui a été fait, mais juste de l'étudier, de regarder tout ce qui a été amené comme limite, puis de regarder comment on peut le contextualiser dans le monde ou dans l'environnement où on veut l'implanter. Ça concernait les programmes. Maintenant, on va parler des interventions éducatives dans le paysage scolaire. Selon les pays ou les régions, l'éducation à la santé tient une place différente dans le paysage scolaire. Ici, on parle dans les milieux d'apprentissage. Donc, on comprend très bien que les enseignants en école primaire, secondaire vont faire les interventions éducatives en santé, mais où est-ce qu'ils apprennent ou comment est-ce que ces interventions entrent dans le cheminement de scolaire de ces jeunes. Dans certains pays ou certaines régions, l'éducation à la santé devient un domaine à part. Disons, par exemple, j'ai vu un endroit où ça s'appelle éducation à la santé en primaire. Un cours qui s'appelle comme ça, qui est donné aux étudiants au baccalauréat en sciences de l'éducation. Il y a les autres que, si on regarde les étudiants au baccalauréat, le domaine de l'éducation à la santé se trouve dans le domaine transversal. C'est-à-dire, on va le mettre dans un autre cours. Par exemple, il y avait un endroit que j'ai vu que l'éducation à la santé est mis dans le domaine de religion et mode de vie. Est-ce que dans ce cas, si on aborde les interventions éducatives en les mettant avec la religion, la culture, est-ce qu'on est en train de vraiment de parler de l'éducation à la santé? Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est transversal. Certaines universités le mettent le cours au baccalauréat dans d'autres cours. Et il y en a les autres c'est un cours optionnel, donc certains étudiants peuvent le suivre et d'autres peuvent ne pas le suivre. Mais beaucoup, dans la recherche que j'ai fait, beaucoup mettent dans le programme d'éducation au baccalauréat, beaucoup mettent l'éducation à la santé dans le programme d'éducation physique. Le limite de ça, c'est que plus on le met dans l'éducation physique, c'est-à-dire qu'on est en train de parler plus de l'éducation en santé physiologique. Mais pourtant, il y a d'autres santé, donc santé psychologique, santé. Il faudrait voir comment les autres le mettent dans le programme d'éducation physique, sans qu'on parle seulement de la santé physiologique, mais qu'on ajoute les autres santé sociale, santé fonctionnelle, santé psychologique. Il y a aussi, dans beaucoup des écrits, il y a les influences de la qualité d'intervention dans le milieu scolaire. On parle d'abord des normes nationales d'éducation à la santé dans les milieux scolaires. Ici, on veut dire, c'est quoi les compétences qui sont exigées à un enseignant qui va donner le cours d'éducation à la santé. C'est quoi les normes nationales pour donner ce cours? Il y en a beaucoup des endroits où il n'y en avait pas. J'ai vu même une étude qui a été faite au Nigeria, que les gens étaient en train de regarder, est-ce que ce cours existe? Si ce cours existe, c'est quoi les normes? Donc, ils ont fait des recommandations d'essayer de chercher les normes. Donc, c'est quoi les normes pour donner ce cours? Ça, c'est la première. Plus les normes sont claires, plus ça va augmenter la qualité des interventions éducatives. L'autre chose, c'est la volonté des directeurs ou conseils d'administration des écoles. Si la tête du milieu scolaire ne s'intéresse pas à ça et on ne trouve pas l'intérêt de ça, donc c'est-à-dire que ça va pas augmenter la qualité de ces
interventions éducatives. Déjà, il y a beaucoup d'écrits qui disent la démotivation des enseignants à cause que le CIA ou les directeurs ne s'intéressent pas à ce sujet. Un autre sujet qui influence la qualité des interventions éducatives, c'est les compétences des enseignants en intervention éducative. Ces compétences, c'est pas seulement en lien avec le contenu, parce que maintenant, c'est plus facile de trouver le contenu qui est à jour, au savoir, mais il faut aussi des compétences, ce que j'appelle la littératie médiatique, la littératie en santé, donc savoir où se trouve, qui a publié quoi qui est bon, et analyser ce qui a été fait. Dans les compétences d'un enseignant qui va, par exemple, donner le cours d'éducation en santé aux adolescents qui vivent dans les milieux qui sont dans les milieux urbains, j'imagine que ça vient de soi que cet enseignant doit connaître, avoir les compétences médiatiques pour amener à ces jeunes qui sont des milieux urbains, qui absorbent toutes les informations sur la santé, qu'est-ce que c'est la santé, quels sont les comportements de santé, comment est-ce que ces jeunes qui les enseignent à aller chercher les informations qui sont valables, qui enseignent ces jeunes à aller chercher les informations qui sont basées sur les résultats probants. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant doit avoir ses compétences pour le faire. Il y a aussi l'engagement des parents. Disons, par exemple, s'il y a dans un milieu scolaire, on met un programme pour l'alimentation saine. Si les parents ne s'engagent pas dans ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que pour que les parents s'engagent aussi, il y a beaucoup d'études qui montraient que même les parents, quand ça concerne la nutrition, ceux qui sont dans les milieux défavorables n'aiment pas s'engager dans ça parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour aller acheter ce qu'on lui demande, ce qu'on est en train de dire, la bonne alimentation. Donc, s'il n'y a pas l'engagement des parents, même si les milieux scolaires ont un beau programme qui ne rejoint pas la population, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a l'engagement des jeunes aussi. Il faut que c'est un sujet qui intéresse les jeunes. C'est pour ça qu'il faut les mettre quand on veut développer les programmes, les impliquer dedans pour que ça soit un sujet qui les parle. Puis par la suite, c'est l'organisation de la mise en œuvre. Si par exemple, un beau programme qu'on va instaurer, on sait c'est qui va enseigner quelle partie, en première année, en deuxième année, est-ce que c'est en secondaire, avec quoi? Donc l'organisation et la mise en œuvre, c'est vraiment une des bases de la qualité des interventions quand on veut le faire dans le milieu scolaire. J'ai une question donc pour vous. Quels sont les cours qui abordent l'éducation en santé au primaire et secondaire dans votre région? Voilà, bon, moi je ne suis pas spécialiste du primaire, plutôt peut-être du secondaire. Mais bon, au secondaire, c'est un peu difficile. On a l'écologie, qui est une forme donc d'éducation environnementale, mais comme il y a une relation entre l'environnement et la santé, donc à travers donc le module les profs de seconde déroulent, donc ils demandent aux élèves de faire parfois des exposés et également il y a un savoir-être à développer chez ces apprenants-là et tout ça concourt à la gestion donc de l'environnement, donc à la gestion des déchets. Et tout ça donc contribue donc peut-être d'une certaine mesure à une éducation à la santé. Voilà. Si on prend l'exemple par exemple du primaire, bon, si je regarde parfois les cahiers de mes enfants, bon là je peux voir parfois que je pense qu'il y a l'éducation, je pense qu'on l'appelle ESVS. Voilà. Et il y a une partie où il s'agit donc d'outiller l'élève par rapport donc au comportement qu'il doit avoir. Notamment donc le balayage de la classe, la gestion des ordures, sa préoccupation par rapport à sa santé même, mais également à la santé de sa famille, de faire attention de ne pas amener des microbes
chez lui, etc. Bon, c'est le module que je n'ai pas en tête, mais à l'école primaire, les élèves sont outillés dès le bas âge donc, à la gestion donc, de la santé. Voilà ce que je voulais dire. Merci, professeur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre qui peut nous partager les cours qui abordent la santé dans la formation des enseignants? Est-ce qu'il y a, pour les professeurs, est-ce qu'il y a un cours qui aborde ça dans votre département ou dans votre école? Il y a Amadou qui est écrit dans le panel. Il se rappelle bien du cours d'observation. Il y a un cours d'observation primaire. Je crois que on aborde un peu la question. Il y a aussi une autre personne qui parle des cours d'économie familiale au collège, qui aussi aborde cette question. Donc, il y a l'observation au primaire. Au collège, on a fait mention du cours d'économie familiale et sociale, ECOFAM. Voilà ce que nous avons dans le panel. Merci. Merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a les gens qui connaissent s'il y a les cours qui sont donnés dans la formation des enseignants au baccalauréat ou pour la formation des enseignants? Est-ce qu'il y a un cours d'éducation à la santé? Ou il n'y en a pas? Ce que je sais, c'est qu'ici, ce que j'ai dit, c'est pas différent ici au Canada. Il y a les universités où il y a un cours vraiment qui est donné sur l'éducation à la santé, donc qui va amener les enseignants à développer les compétences de faire l'éducation à la santé, de développer les programmes, de participer au programme. Et il y a des autres. C'est un sujet que les gens n'abordent pas. Et puis, je m'amusais à regarder, comme on a dit, maintenant que c'est le tas de Covid, vous savez que la façon d'enseigner, ça a changé, c'est l'enseignement à distance avec les enfants, et puis on ajoute les cours pour amener les enfants à avoir une bonne santé mentale. Est-ce que ces gens, ils ont suivi cette formation de comment on donne ces cours, ou on les donne le contenu tout simplement pour le répéter? Est-ce que c'est adapté? Donc, il y a beaucoup de questions qui entourent cette partie qu'on est en train de donner aux enseignants, alors que dans leur formation, ils n'ont pas cette formation. Je ne sais pas si vous en comprenez, parce que c'est vraiment, je regarde maintenant tous les cours en ligne, combien des activités qui se font. Je parle avec mes amis qui ont les enfants qui sont encore jeunes, qui suivent les cours, me disent, mais aujourd'hui, il y avait une activité de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on va adapter ça à tel enfant ou à tel? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est vraiment comme une compétence qu'on est en train d'envoyer aux enseignants, mais il faut les donner la formation. Il faut qu'ils soient formés pour faire ça. Merci pour votre participation. C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qu'on devait discuter plusieurs fois, et que aussi dans votre université qui m'a invité, vous deviez peut-être en parler plus pour amener vraiment une discussion sur ça, parce que c'est un sujet qui est on dirait qu'il y a des dichotomies dans ce que les gens veulent, dans ce que les gens disent, dans ce que les enseignants doivent faire, dans ce que les gens qui enseignent les enseignants doivent faire aussi. Donc, les principaux sujets de préoccupation vraiment qui sortent dans beaucoup des études, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, en Australie, j'ai lu beaucoup des articles pour pouvoir arriver à trouver les principaux sujets de préoccupation. La première, c'est la clarté des normes professionnelles spécifiques. C'est quoi les normes professionnelles? Disons, par exemple, dans une école où on a dit c'est telle personne qui va aborder, par exemple, le sujet d'éducation à la santé dans le cours de familial et social. Donc, c'est quoi les normes professionnelles? Qu'est-ce que la personne doit connaître, avoir comme compétence? C'est une manque qui est une première sujet vraiment de préoccupation dans les écrits. Le deuxième, c'est le manque de ressources pour la formation continue. C'est certain que c'est la santé, la recherche en santé, ça
ça augmente très rapidement. Les résultats probants ça vient tout le temps. Même moi qui donne le cours d'intervention éducative en santé au baccalauréat et en maîtrise, à chaque année, je peux même pas utiliser les mêmes contenus que j'ai enseignés l'année passée parce que ça a changé, ça change rapide. Chaque année, il faut que je mette à jour. Donc, il y a beaucoup des autres données. Ce qui sort donc dans les préoccupations, c'est la manque de ressources pour la formation continue. Et le risque donc, cette manque de ressources va faire que l'éducation à la santé va être un cours marginalisé. Donc, on ne va pas le prioriser parce qu'il n'y en a pas de formation continue. Une autre préoccupation, c'est les programmes importés et non testés dans les milieux spécifiques. Je me souviens, dans un pays où j'ai été invitée à l'université, ils avaient importé le modèle école en santé du Québec pour le mettre en application, mais il faut d'abord regarder, le tester et voir si ça concorde. L'amener tout simplement à dire, voilà comment vous devez le faire. Moi, je trouve que c'est une préoccupation qui sort dans beaucoup des études, mais de mon point de vue aussi, ça ne devait pas se faire qu'un programme soit importé et implanté sans que tout le monde, les enseignants, le comité des parents viennent pour en parler, parce que si on l'apporte, ça fonctionne pas toujours dans certains milieux. Une absence de l'enseignement, de l'enseignant, de l'éducation à la santé en tant que matière scolaire. Donc, beaucoup des études, comme vous avez vu aussi, si on dit est-ce qu'il y a un cours qui enseigne ça, il n'y a pas de cours, ni dans le baccalauréat, ni dans les formations des enseignants. C'est un cours qui est marginalisé. Pourtant, la santé publique, tous les ministères demandent aux enseignants de faire ça. Donc, trouver où se trouve l'erreur dans tout ça. Tendance à travailler en silo, c'est-à-dire que les gens aussi qui veulent le faire, ceux qui y croient, parce que il faut y croire, les gens vont travailler en silo. Ils vont travailler seuls, il va amener il va apporter son petit sujet dans tel cours, mais il va pas aborder les autres, il va pas aborder l'autre partie, et la personne ne va pas savoir qu'est-ce qui est apporté par l'autre. Il y a aussi le fardeau scolaire, parce que il y a maintenant, avec la mondialisation des connaissances, disons à l'école secondaire, il n'y a plus de place pour ajouter d'autres matières. Les enseignants qui le prennent, qui veulent vraiment s'impliquer dans ça, ils se trouvent avec leur cours en ajoutant encore d'autres choses, ce qui est un peu lourd. Ça, c'est les préoccupations vraiment qui sortent des études, peu importe de quel pays. C'est vraiment les principaux sujets de préoccupation. La clarté des normes, le manque de ressources pour la formation continue, les programmes non testés, l'absence de l'enseignement, de l'éducation, tendance à travailler en silo, donc c'est vraiment les préoccupations. Maintenant, les préoccupations en lien avec les programmes. Les programmes sont, donc déjà, ça part les préoccupations par des objectifs du programme. C'est des programmes préétablis. Disons, par exemple, ici, on va faire un programme, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a été un sujet de discussion, le programme d'éducation sexuelle au primaire et au secondaire. Ça a été un an de sujet de discussion ici au Canada parce que ce cours devait être enseigné dans les écoles primaires et secondaires. À part que les enseignants n'avaient pas suivi cette formation, mais qu'on avait dit, on va monter un programme, on va vous donner le programme, vous allez le suivre comme c'est fait. En tout cas, ça a été tout un débat. Je me souviens, il y avait des gens de Radio-Canada qui m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais, parce qu'il y avait des parents qui voulaient pas que les sujets de sexualité soient abordés dans les écoles sans que les autres donnent le consentement. Ça dépend du contenu qu'on voulait mettre dans ces cours, dans ce programme. Il y a l'égalité du genre, l'autre sorte du genre, donc l'homosexualité, tout ça, ça devait être abordé.
filer certains parents pour certaines cultures, à cause de la culture ou de leur région. Ils voulaient pas qu'on aborde ça. Les parents ne voulaient pas qu'on commence à enseigner à leurs enfants ces pratiques qui existent et que les enfants vont chercher sur l'Internet facilement, mais que les parents, nous sommes très bien ignorants de penser que nos enfants ne connaissent pas tout ça, mais bon, ça a été un grand sujet de discussion. Donc, les programmes avec les objectifs préétablis qui ne rejoignent pas les besoins directement de chaque région. Notre, c'est la planification, accessibilité des activités. Si, par exemple, moi, je m'assois ici, je fais une formation, je vais donner des activités, la durée, mais combien que ça va coûter? Qui va payer ces coûts des programmes qu'on a importés quelque part? Les spécificités des critères de transférabilité. Donc, comment est-ce que ces critères, c'est quoi les critères qui vont faire que ces programmes peuvent être utilisés, par exemple, en Afrique subsaharienne? C'est quoi les critères de transférabilité si je vais l'amener ailleurs? Le contenu aussi, c'est que souvent les programmes qui ont été importés, il faut mettre à jour les résultats probants. Pour mettre à jour un programme, ça demande beaucoup d'argent. Et puis, est-ce que c'est la personne, si moi, par exemple, je fais un programme ici et puis que ça fait 5 ans, est-ce que c'est à moi de mettre à jour ou c'est les gens qui l'ont emporté? Si j'ai donné ce programme gratuitement. Ça aussi, c'était notre question qui met à jour ces programmes. Et puis, les stratégies, les méthodes, donc, approche participative. Est-ce que ça fonctionne en Afrique subsaharienne comme ça fonctionne ici? Disons, par exemple, dans l'école en santé, il y a les parents qui doivent aller à l'école, participer aux activités de l'école en santé. Par exemple, un jardin potager, les autres activités. Est-ce que les parents, dans certains pays, ils ont vraiment le temps d'aller à l'école, aller faire un jardin potager, alors que même chez eux, ils n'arrivent pas à le faire. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon école primaire, on avait un cours d'aller faire un jardin potager. J'adorais ça parce que on s'amusait. Et j'ai jamais vu mes parents venir. Je pense pas que ma mère allait avoir, ni mon père allait avoir le temps de venir faire un jardin avec nous. Mais si, par exemple, j'importe le modèle d'école en santé, il faut que je regarde les faisabilités, l'engagement de ses parents dans ça. C'est un exemple. En fin de compte, les sujets de préoccupation en lien avec les programmes, c'est vraiment des épreuves convaincantes des effets sur le bien-être des jeunes. Les programmes, on les installe, mais on n'évalue pas les effets à moyen et à long terme. Ce qui veut dire que c'est un sujet de préoccupation. Après tout ce qu'on vient de dire, je pense que dans le levier de changement, pour la mise en œuvre des meilleures pratiques et politiques pour améliorer la santé, il y a d'abord clarifier les normes en éducation à la santé, que ce soit dans les milieux de formation des enseignants, que ce soit dans les écoles primaires et secondaires. Deuxième point, c'est vraiment la collaboration authentique, leadership actif et engagé, et puis le soutien. Si je parle des leviers de changement, donc les normes pour en intervention éducative, il y a une étude qui a été faite, une revue des écrits qui a été faite pour comparer certaines normes et ils ont fait sortir comme par exemple première norme disposition professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la disposition professionnelle, c'est-à-dire que les candidats enseignants se montrent à l'aise et auto-efficaces dans l'enseignement de l'éducation. Par exemple, à la nutrition, à la sexualité, tous les sujets qu'on est en train d'aborder. Ça, c'est une première norme. Deuxième, c'est le respect envers diversité et équité, qui se réfère au respect envers l'individu, envers la famille, et en respectant les expériences culturelles qui peuvent influencer l'apprentissage en lien avec le sujet, par exemple, de la nutrition, de la sexualité, les sujets qu'on est en train d'aborder. En y pensant, je suis en train de penser, vous savez, exprimer les émotions. Ici, quand je suis arrivée ici, tout le monde exprime les émotions.
J'ai jamais appris, j'ai fait mon école primaire, mon école secondaire en Afrique, j'ai jamais appris un cours pour exprimer mes émotions. Donc, est-ce que si le programme incorpore ça, est-ce que ça respecte les expériences culturelles? Peut-être chez nous, dans ma culture, on n'exprime pas, je ne sais pas. Mais je l'ai pas appris. Donc, la diversité et l'équité, c'est le respect envers l'individu, la famille et les caractéristiques culturelles dans chaque endroit. L'autre norme, c'est la connaissance du contenu. Dans la connaissance du contenu, donc, c'est la connaissance précise et à jour des aspects biologiques, émotionnels, sociaux et juridiques en lien avec le sujet qui est abordé. Par exemple, si on aborde la sexualité, il faut savoir tous les aspects biologiques, émotionnels, sociaux. Et une autre norme, c'est éthique professionnelle. C'est prise de décision basée sur les lois, réglementations et politiques. Donc, l'éthique aussi professionnelle. Il faut que nos interventions se basent sur l'éthique professionnelle. Par exemple, justice. Chaque personne a droit à avoir les connaissances, à acquérir les connaissances, les habiletés pour faire le choix de comportement en santé. C'est pas, on peut pas le faire pour certaines personnes et les autres, on le fait pas. Donc, c'est l'éthique professionnelle. Puis l'autre norme, c'est l'éducation alignée, donc qui veut dire éducation qui est alignée sur la culture, les normes sociales, les politiques et qui respecte la diversité des communautés aussi. Puis la mise en œuvre, c'est chaque enseignant devait connaître les variétés et les stratégies efficaces pour enseigner telle matière. Puis l'évaluation, donc c'est les stratégies efficaces pour évaluer les connaissances, pas seulement les connaissances, parce que si on est dans une classe, qu'on enseigne aux jeunes c'est quoi la sexualité, ça c'est les connaissances, mais comment on va évaluer les attitudes qui viennent avec l'éducation sexuelle. Donc, c'est vraiment l'évaluation, avoir des stratégies efficaces pour évaluer l'acquisition des connaissances, des compétences et des habiletés. En fait, si je regarde ces leviers, tous les milieux d'enseignement pour la formation des enseignants devaient ajouter ces normes dans leurs cours pour que les enseignants soient capables de travailler avec les autres équipes dans l'éducation à la santé. Notre levier, c'est la collaboration authentique. J'ai une question pour vous. Quel type de collaboration recommanderiez-vous pour optimiser l'éducation en santé dans les milieux scolaires? Est-ce que c'est la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité ou pluridisciplinarité? Toutes les réponses sont bonnes. C'est juste pour que j'arrête de parler moi seul. Est-ce que vous pouvez choisir entre les trois? Oui, on voit une main levée. Ok. On va donner la parole à la chère personne. La chère Sam Mandiara qui a la main levée. Si vous pouvez ouvrir son microphone. Merci, madame. Merci, docteur Ba. Moi, je pense plutôt pour l'interdisciplinarité, peut-être en ce sens que, aussi bien, surtout dans le cas du moyen et du secondaire, là, il y a plusieurs professeurs qui déroulent plusieurs cours. Et il y a des cours qui se complètent. Et je pense que si véritablement le module là dont vous parlez, notamment l'éducation et la santé, est un module plus ou moins transversal et qui ne concerne pas simplement une seule matière, peut-être ça permettrait
peut-être de mieux atteindre la cible et donc de pouvoir bien les éduquer, notamment les apprenants, à la gestion donc de leur santé. Je pense que donc je militerai donc pour l'interdisciplinarité. Voilà, merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que après ce que nous avons entendu, le choix d'interdisciplinarité, c'est un choix qui est plus pensé parce que ça, comme il vient bien de l'expliquer, il faut savoir d'abord la différence entre les trois. Donc, la disciplinarité, c'est le savoir disciplinaire. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont fait la même formation, qui sont dans la même discipline. Pluridisciplinarité, ça veut dire que les gens vont prendre la somme de tous les savoirs, mais différemment. Disons, par exemple, moi, je vais apporter ce que je connais, l'autre va apporter ce que connaît, l'autre va apporter. Donc, c'est ça qu'on avait dit, ça amène vraiment le démorcellement des compétences. Et puis, l'interdisciplinarité, c'est l'intégration d'un savoir à partir de plusieurs savoirs. Donc, on va se mettre ensemble, on va amener nos savoirs, on va les mettre ensemble pour pouvoir travailler sur un sujet. Les actions impliquées vraiment pour l'interdisciplinarité, l'équipe est soudée de plusieurs professionnels et puis ça intègre beaucoup de connaissances. C'est vraiment une des leviers. Donc, si on veut faire les interventions éducatives, les programmes, ça demande de l'interdisciplinarité. Mais pour l'interdisciplinarité, il faut que tout le monde qui sont dans l'interdisciplinarité, ils ont une formation sur comment on fait des programmes en santé pour qu'ils puissent participer. Donc, c'est pour ça que c'est un autre levier, amener la collaboration interprofessionnelle appropriée. Critères d'évaluation de collaboration authentique, parce que dans les leviers que j'ai proposés, il y avait une collaboration authentique. Vous savez que quelquefois, les gens amènent un programme. Le programme est développé par tel ministère. On l'a amené, on vous a donné la formation et voilà, vous devez le donner comme ça. Ça, c'est pas une collaboration authentique. La collaboration authentique veut dire qu'on va commencer par regarder ensemble les objectifs dans chaque région et puis par la suite, on va développer ensemble et chaque personne va s'approprier, on va mettre les connaissances ensemble pour que chaque personne s'approprie le programme et puisse le donner. C'est pas aussi compliqué quand les gens vraiment travaillent sur un sujet qu'ils aiment et puis que chaque personne, ils ont mis en commun les connaissances. Pour évaluer la collaboration authentique, donc le projet d'éducation en santé, sa construction et ses déploiements, ça va montrer vraiment si la collaboration était authentique, qui a été impliqué dans chaque partie. Structuration et vie d'équipe. Il y avait les études qui montraient que certaines personnes commençaient et puis à la fin, c'est une seule personne qui va tenir le programme d'éducation à la santé seule parce que les autres ont abandonné. Donc, l'équipe doit rester ensemble. C'est une des critères d'évaluation et la communication autour des interventions éducatives qui ont été faites. Si on a fait ça, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, prochaine fois, peut-être c'est quoi? Donc, la communication autour de ce programme et donner la formation pour que tout le monde on puisse dire les mêmes choses et utiliser les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qui ont fonctionné. Pourquoi on va chercher les autres alors qu'il y en a ce qui peut-être ça a fonctionné avec un sujet et qui peut fonctionner avec l'autre. En fait de compte, en conclusion, pour l'éducation en santé dans les milieux scolaires, il faut travailler ensemble plutôt que travailler avec. Et ça, c'était un défi, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, pas seulement, c'est mondial. Travailler ensemble plutôt que travailler avec. Même si on regarde les projets qui disent, on a travaillé ensemble avec tel pays et puis l'autre pays, c'est le pays industrialisé qui a donné l'argent, donc qui a amené ses compétences. Pourtant, en Afrique, il y a les gens qui ont les compétences, qui auraient dû le faire. Donc, comment travailler ensemble au lieu de travailler avec? Ça, c'est un défi.
Dans les milieux scolaires primaires et secondaires, donc, il faut développer une culture de véritable partenariat en recherche pratique. C'est nous, les chercheurs, on a des connaissances peut-être sur la partie méthodologique et il y a les autres qui ont une connaissance expérientielle. Cette connaissance expérientielle compte beaucoup pour que les programmes en éducation fonctionnent. Le fait que les chercheurs vont travailler à part, les praticiens vont travailler à part, ça marche pas. On devait se mettre ensemble pour compléter, comme ça a été dit par M. Sam, je m'excuse. Il faut travailler ensemble, avoir un véritable partenariat. Donc, simplifier et rendre plus efficaces les programmes. Les programmes sont trop gros de façon qu'un programme de 6 mois, là, les enfants vont être tannés de ce programme. Peut-être faire des programmes qui sont simples et qui sont réalisables selon les besoins de chaque région. Comme je vous ai mentionné, selon mon point de vue, les besoins d'éducation en santé pour les jeunes urbains et les jeunes des milieux ruraux, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut faire les programmes qui sont adaptés? Et donc, pour la formation des futurs enseignants, il faut faire la formation de travailler ensemble dans la vision horizontale, c'est-à-dire en travaillant avec les autres personnes qui ne sont même pas de la profession d'enseignant et dans la vision verticale. Faire un projet ensemble, comme par exemple, il y a des universités maintenant qui commencent à faire un cours ensemble qui s'appelle interdisciplinaire, interprofessionnel. Participer, ces futurs enseignants doivent participer peut-être dans un projet qui est interdisciplinaire pour voir comment on met en commun ça. Et dans la vision verticale, travailler avec les autres enseignants, comment ils peuvent travailler ensemble dans un milieu scolaire. Et puis pour finir, à propos de financement pour l'adéquation de ces programmes, à qui appartient de financer ça? Pour que ces programmes rejoignent le contexte réel dans lequel ces programmes vont être implantés. Qui va financer? Alors, je termine ma petite présentation par ici. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante réflexion. Hein. Je dis qu'en tout cas, vous nous présentez une thématique très intéressante parce que quand on parle d'éducation à la santé, là, vraiment, on note quand même quelques préoccupations, n'est-ce pas? Je crois que l'exemple du Brésil est clair. Au Brésil, par exemple, d'où je viens, je me rappelle qu'il y avait des livres didactiques qu'on devait adopter au primaire et qui traitaient un peu de la santé reproductive, de la question du genre, de la question de l'homosexualité, et qui a vraiment créé une polémique, n'est-ce pas, dans tout le pays, n'est-ce pas? Il y a même une appropriation de la droite, n'est-ce pas, par rapport à ça, et la gauche qui dit que voilà, écoutez, c'est la famille, on ne doit pas enseigner cela. Il y a aussi une question religieuse qui était en jeu. Voilà. Pour le cas du Sénégal aussi, là, j'ai même écrit dans le chat. Ici aussi, on rencontre des problèmes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets par rapport à l'éducation à la santé qui sont tabous, d'une part. D'autre part aussi, là, je me dis que Assumpta, moi, je ne sais pas, hein, parce que tu l'as mentionné au début de votre présentation, les familles, l'éducation à la santé, n'est-ce pas, comment s'alimenter bien et tout cela, mais dans les familles vulnérables, les familles sans condition, les familles pauvres, je n'aime pas trop ce mot,
on mange ce qu'il y a à la maison. Des fois, il n'y a rien à manger d'ailleurs, n'est-ce pas? Certains élèves se rabattent donc les cantines scolaires quand il y en a. Et là aussi, vous voyez, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait intervenir dans ce sens et nous aider. Là, je vois dans YouTube, il y a Khalifa Abubakar Badian, il dit qu'il demande la parole depuis longtemps. Mame Diarra, si tu veux aider Khalifa, je ne sais pas si on peut prendre la parole à travers YouTube. Je pense qu'il doit se connecter sur Zoom, c'est ça, hein, pour avoir la parole. Voilà, merci donc Assunta, comme première réflexion par rapport à ce qu'on veut dire, quoi. Je dis que peut-être les bases dans la pyramide de Maslow n'ont pas encore été atteintes, les besoins physiologiques en termes d'alimentation. Alors là, on parle d'éducation à la santé et tout ça là. Est-ce que ça colle bien en réalité? Eh bien, aussi, ma question est de savoir où est-ce que réellement, quel est le pays ou bien la région exemplaire dans ce domaine? Voilà, et qu'est-ce qu'ils font en fin de compte pour pouvoir vraiment... C'est ça que je voulais dire, il n'y a pas un pays qui est exemplaire. Parce que tout est contextuel, tout suit le contexte. Oui, on a développé les programmes, puis on peut continuer à en développer, mais il faut les contextualiser, les mettre dans l'autre endroit. Puis aussi, pour dire une chose, on parle de l'alimentation, on parle des gens qui sont dans les besoins, les pauvres, comme on dit. Mais si on regarde le taux d'obésité chez les jeunes, on va trouver que ça vient des familles aisées. Et donc, chaque partie a ses problèmes d'alimentation. Le problème d'alimentation, c'est la sous-alimentation, c'est manger trop. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut contextualiser. Si par exemple, on est en train de parler de faire l'équilibre, si on est en train de prendre le programme concernant l'alimentation, quand on le fait dans le milieu urbain ou dans le milieu, il faut qu'on arrive à contextualiser. Puis, moi, ma question que j'ai pour vous, comme université, que pensez-vous mettre en action pour rejoindre ce sujet dans la formation des enseignants? Je pense que c'est une chose qui nécessite d'être discutée. Parce que c'est à cause avec tout ce monde que même les programmes qui sont bien montés, mais il faut qu'on les contextualise et il faut que les étudiants en formation commencent à travailler dans les programmes comme ça, travailler dans l'interdisciplinarité. Comment est-ce que votre université puisse donner la place à l'éducation en santé dans la vision interdisciplinaire? Ça sera une bonne question à me répondre la prochaine fois. Pas aujourd'hui. On va réfléchir, de toutes les façons, on va réfléchir ensemble par rapport à nos maquettes, par rapport à ce que nous dispensons comme discipline dans le cadre de la formation continue. Je ne vois pas, comme ça, depuis levé comme ça, je ne vois pas trop, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut voir cette insertion dans notre matrice curriculaire. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Mais on va voir, on va réfléchir là-dessus. C'est ça. Voilà, merci Dr Ba. Non, c'est pour un peu rebondir par rapport à la question du professeur sur peut-être l'éducation à la santé comme perspective ici à l'OVS. Bon, nous, l'année dernière, en sciences de l'éducation, on a eu à faire un module sur l'éducation relative à l'environnement et qui nous apprenait à donc, vivre en harmonie avec l'environnement, avec donc, la gestion donc, des déchets. Et c'était important parce que en réalité, c'était dans le but surtout de pouvoir transférer cette expérience au niveau donc, des établissements, notamment donc, du moyen ou de l'élémentaire, où parfois la gestion donc, de l'environnement est un problème. Ou également, on peut constater qu'il y a un problème de la gestion de l'eau. Parfois, bon, les toilettes ne sont pas fonctionnelles, quasiment il n'y a pas d'eau. La cour de l'école, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de difficultés. Et bon, c'est lié surtout à la gestion donc, de l'environnement de l'école. Et je pense que si vous entendez ces temps-ci, il y a des syndicats qui sont en train donc, de se lever pour dire que les tenues ne sont pas
une priorité, mais il faut surtout donc, participer donc, à la gestion de l'environnement. Et donc, peut-être une mauvaise gestion de l'environnement peut impacter donc, négativement donc, sur la santé donc, des élèves. Et je trouve salutaire ce module-là qu'on a déroulé l'année dernière en santé, en sciences de l'éducation. Et peut-être c'est ce qui a manqué, peut-être c'est surtout cet aspect interdisciplinaire, je dirais même transdisciplinaire, qu'on pourrait donc voir. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est surtout dans la formation donc, des enseignants. Ici au Sénégal, quasiment il n'y a que 2 structures qui participent à la formation donc, des enseignants. Il y a la FASTEF, c'est-à-dire c'est la faculté des sciences, de technologie, de l'éducation et de la formation, et il y a ce qu'on appelle les CRFP, centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Il y a quasiment. Les CRFP interviennent surtout dans la formation initiale ce qu'on appelle les élèves maîtres. Et la FASTEF, c'est dans la formation des élèves professeurs. Et bon, il est difficile, presque, on ne voit pas de module qui traite donc de l'éducation à la santé. Voilà. Ça pose problème. Et si on veut que véritablement les choses changent, il faudrait que la formation des enseignants, dans la formation des enseignants, que ce module puisse exister pour que maintenant ces futurs enseignants puissent donc transférer donc, cette expérience au niveau donc, de leur école. Voilà donc les 2 points sur lesquels je voulais véritablement donc, insister. Merci, professeur. Merci beaucoup. Je trouve que ça peut entrer dedans, par exemple, maintenant, au niveau presque dans tous les pays, même ici, c'est vraiment la littératie médiatique qui va enseigner à nos enfants quoi choisir. Il y a beaucoup des études, il y a une souffrance infinie, même j'ai travaillé avec une étudiante qui a travaillé à maîtrise pour voir les défis des personnes âgées avec la technologie maintenant, les croyances entourales, être en santé. Ce qui sortait dedans, je disais, mais il faut que dans la formation, on commence à donner, à enseigner comment les gens peuvent, la littératie médiatique, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens, parce que si on va sur Docteur Google, on a toutes les informations qui vont dans tous les sens. Mais comment choisir? Nous, peut-être on peut choisir, mais vous comprenez, un enseignant qui enseigne à l'école secondaire devait, dans la technologie, devait au moins aborder la littératie médiatique de la santé pour qu'il puisse l'aborder avec les jeunes. Déjà, on sait que si les jeunes commencent à apprendre comment consommer ces informations, mais en lien avec la santé, c'est une chose qui sera acquise et que les autres vont continuer. Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. Voilà, merci. Bon, je reviens, Assunta. Je reviens par rapport à... j'ai eu une conversation avec une amie qui est en Guinée-Bissau. Elle travaille dans une ONG. Je la vois toujours poster sur Facebook des images où ils sont dans les écoles en train de distribuer des serviettes, n'est-ce pas, aux jeunes filles qui sont en période menstruelle. Vous imaginez là où nous sommes, par exemple. Et là aussi, ils ne s'arrêtent pas seulement à l'école, mais ils vont aussi dans les familles, n'est-ce pas, parce que vous êtes africain, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas, ni à la maison, ni nulle part, hein, c'est tabou. Alors, imaginez, donc ça c'est une question de santé, je veux dire, primaire, n'est-ce pas, la question de, voilà, de comment ne pas s'absenter quand on est dans cette période les jeunes filles. C'est un problème. Ils s'absentent parce qu'il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les toilettes, même où changer peut-être. Voilà. Donc, vous voyez. Oui, je sais, j'ai vu une étude qui a montré que les élèves préfèrent que c'est les enseignants qui leur donnent les cours. J'étais un peu jalouse là, mais c'est pas grave. Et les études qui montrent que les étudiants veulent que c'est les enseignants qui leur donnent les cours sur l'éducation en santé. Parce qu'ils ont confiance en les autres. Mais où est-ce qu'on doit le mettre? Mais pour que les enseignants qui vont sortir maintenant, parce qu'ils vont être outillés à faire face avec ça. Oui, je connais très bien l'Afrique, j'ai grandi là-bas, j'ai travaillé dans
beaucoup de pays dans des situations qui ne sont pas faciles en santé. Je comprends très bien, mais peut-être aussi il y a une partie d'amener, c'est un choix responsable. Parce que si on impose, il y a beaucoup de programmes qui vont travailler sur ça, mais si on impose, les gens ne vont pas le faire. Mais si, par exemple, comme la distribution que vous venez de dire des serviettes hygiéniques aux filles, est-ce que c'est maintenant qu'on devait le faire ou on devait enseigner aux filles avant qu'elles-mêmes soient menstruées? Des choses comme ça, je ne sais pas si on m'en a parlé là, quand j'étais jeune. Je pense que j'ai demandé à mon père, il m'a dit d'aller demander à ma mère. Donc, c'est comme on sait les sujets qui ne sont pas abordés, que peut-être les aborder à temps à l'école. Donc, vous remercier au nom de l'Université du Sénégal, n'est-ce pas, pour nous avoir accordé vraiment ce temps précieux, vraiment une thématique très intéressante, vraiment très actuelle et vraiment qui suscite beaucoup de réflexions, n'est-ce pas? Je crois que on n'a pas perdu du temps à vous inviter, vraiment c'est excellent. Je pense que comme la vidéo sera sur YouTube, les gens vont pouvoir en approprier et revoir et ainsi de suite. Vraiment, je vous remercie donc au nom du directeur du pôle, le professeur Mamadou Velamine Sani, qui a eu des empêchements. Et vraiment, un grand merci à Assunta et on espère vous revoir bientôt sur Nkeliba, pourquoi pas en présentiel, n'est-ce pas, autour donc de la tisane. Oui, pour boire ma tisane, je ne l'ai pas eu. Voilà, c'est ça, en début de la tisane virtuelle. Mais tu l'auras certainement en présentiel, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup aussi à ceux qui nous ont accompagnés. Donc, Mam Diara, n'est-ce pas, Cheikh Diawara qui est sur YouTube et tout le personnel de l'université, vraiment de la DCM qui nous aide beaucoup donc, dans le bon. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.